c'est précisément le thème de notre propos à l'instant sur les violences faites aux femmes. Donc, vous avez mis au point un propos. Je vais vous laisser le développer. Et puis, si des questions émergent, je me permettrai d'intervenir. Voilà. On a un PowerPoint très détaillé qui va faire office de fil conducteur. Voilà. Merci beaucoup. Je vais commencer simplement par présenter l'équipe du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Nausicaa Martinez, qui est sage-femme et qui s'est formée spécifiquement sur la problématique des violences faites aux femmes. Également, n'a pu nous rejoindre, mais fait partie de ce trio, le docteur Emmanuel Adélaïde, qui est urgentiste au SAMUS Mur de l'hôpital. Moi-même qui suis donc gynécologue obstétricienne, et avec un très vif soutien de la direction et notamment Madame Imbert-Eloi, que je remercie. Donc on va commencer par définir un peu le thème, parce que je pense que certains éclaircissements sont nécessaires, notamment pour le grand public, et je vais laisser ma consoeur démarrer. Alors c'est vrai, quand on parle de violence conjugale, la première question qu'on se pose, c'est qu'on rentre dans l'intimité d'un couple, et c'est surtout, est-ce qu'il y a au final conflit conjugal, violence conjugale, on se pose toujours la question. La différence, c'est que dans un conflit, en fait, l'homme et la femme vont se retrouver vraiment d'égal à égal. Et s'il y a une dispute, le but est vraiment d'avoir raison sur le sujet en question. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Voilà, on est tout à fait à l'aise pour exprimer justement son opinion. Dans le cadre de violences conjugales, là, c'est vraiment l'homme qui va souhaiter vraiment être dominant par rapport à la femme. Et vraiment, le but, c'est pas d'avoir raison sur le sujet, mais vraiment étaler son emprise sur la femme. Et ça, sur au final, n'importe quel sujet. On va le voir sur la diapositive suivante. Le but du geste, c'est vraiment le pouvoir, l'intention. Et aussi, chose très importante, ça va être la persistance, la répétition de ces disputes, de ces crises qu'on verra, qu'on expliquera un petit peu par la suite. Et l'impact fera que du coup la femme va se sentir rabaissée et osera beaucoup moins exprimer son opinion, et elle va effectivement après par la suite culpabiliser. Voilà, il y a vraiment une différence entre les deux. Pour cela, en fait, il y a différents types de violences. On va les expliquer un petit peu plus tard, qu'elles soient en physique, verbale, visant la parentalité. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. Dans un premier temps, ce qui nous vient le plus en premier à l'idée, ça va être les violences physiques. Effectivement, avec les motifs de consultation, les coups, les blessures, les hématomes. Ça peut être aussi les brûlures de cigarettes, ça on peut le voir aussi beaucoup, mais aussi les bousculades. Et sans oublier tout ce qui va être, par exemple, séquestration, enfermer la personne dans son domicile, l'empêcher de se laver, l'empêcher d'aller aux toilettes aussi quand elle le souhaite. La violence physique prend différentes formes. On va mettre la diapositive suivante pour toi, Aude. Bien sûr, les violences sexuelles, je pense, sont identifiées comme étant des violences, surtout par les temps qui courent. On se permet de rappeler quelques définitions qui ont un réel impact au niveau légal. Donc, le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc effectivement, le terme pénétration est important. L'agression sexuelle, finalement, ça va être une atteinte sexuelle, mais qui ne comporte pas d'acte de pénétration. Mais tout n'est pas que histoire de viol. Il y a aussi, et là on va rentrer dans l'intimité des couples, comme tu le disais, dans les pratiques imposées, les partenaires imposés, et la prostitution. On va retrouver aussi donc, le plus fréquemment donc, les violences verbales. On va penser en premier aux cris, aux insultes, l'intimidation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être le plus fréquent. Après viennent effectivement ensuite les violences psychologiques. Qui sont souvent effectivement multiples, c'est un petit peu redondant, mais l'idée, ça va être d'humilier, de rabaisser, d'intimider la victime, éventuellement procéder à du chantage, avec des grands scénarios dramatiques de « je vais me suicider », on va aller loin dans la menace,
Et puis, dans les autres violences, et là on rentre dans des choses un peu plus sournoises, mais qui sont souvent au commencement de ce déséquilibre, qui vont être l'isolement, le jugement des pères, de la famille, des amis. Non, mais eux, de toute façon... Enfin, voilà, petit à petit, l'agresseur va faire en sorte que la victime coupe les ponts avec la famille, avec les amis, et se retrouve particulièrement isolée. Et c'est souvent un peu le terreau de ce qu'on a vu effectivement en entrée en matière, qu'est la violence physique et la violence sexuelle. Et en fait, c'est un travail de longue haleine qui va vraiment permettre d'installer toute la stratégie de l'agresseur en dévalorisant sans cesse la victime, en lui restaurant petit à petit son autonomie, sa pensée, son ego. Qu'est-elle ? Rien. A-t-elle des idées ? Non. Des envies ? Non plus. Et petit à petit, la convaincre, c'est un vrai lavage de cerveau, pour dire chose simplement, de son infériorité et de ses incapacités. On va retrouver aussi la cyberviolence, la chose qui vient de plus en plus, donc c'est-à-dire la surveillance de la femme par le conjoint. Alors soit de manière connue, je sais que mon mari va regarder mes messages, va savoir où je suis. Si le téléphone, il faut que je réponde tout de suite, sinon il va piquer une crise. Ça peut être aussi fait de manière sournoise, c'est-à-dire que la personne ne sait pas que son téléphone est surveillé. Mais on va aussi retrouver justement dans ces vengeances, si tu fais pas ce que je veux ou si tu me quittes, je vais diffuser des photos de toi intimes sur Internet. Il y a beaucoup de menaces aussi par rapport à la séparation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, dès qu'on a de la violence, parce que ça on a oublié de le dire, des violences physiques, il y a forcément des violences psychologiques, forcément des violences verbales. Par contre, qui dit violence psychologique ne dit pas forcément de la violence physique. Juste une petite chose, oui. D'un point de vue juridique, le fait de surveiller le portable de son conjoint, quand bien même on serait marié, est illégal. Oui. Il faut le rappeler. La loi essaye petit à petit de suivre effectivement les pratiques. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans les situations de harcèlement, au-delà du cercle de la famille, des harcèlements scolaires ou autres, avec les revenge porn, si on va directement dans le caractère sexuel de la chose, mais aussi tout simplement recevoir 50 messages, je ne sais pas si ça vous arrive, pour le travail. C'est extrêmement irritant d'avoir tout le temps le téléphone qui sonne, et quand c'est tout le temps la même personne pour savoir toujours les mêmes choses, et même après une séparation, on le verra, qui est un facteur aggravant, ça entretient le traumatisme et l'emprise. Pas une minute de répit, pas de tranquillité. Dans les audiences de tribunal correctionnel qu'on couvre, il n'est pas rare d'avoir affaire à des... Enfin, excusez-moi, de couvrir des affaires où un homme inonde son ex-compagne de centaines, voire de milliers de textos. Ça arrive souvent. C'est de plus en plus fréquent d'ailleurs. La victime, qui est-elle ? Eh bien, en fait, ça peut être n'importe qui. C'est vraiment l'information qu'il faut partager avec vous. Les violences atteignent toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie socio-économique, leur âge, leur orientation sexuelle, leur état de santé, même si effectivement une femme en situation de handicap a plus de risques d'être victime de violences, malheureusement. On estime dans le monde qu'une femme sur 3 est victime de violences. Il y aura quelques chiffres ensuite pour concrétiser les choses en France. Pardon, est-ce que juste je peux revoir la fin de... Et voilà, le risque augmente dans les femmes vivant dans les pays à faible revenu. Je ne parle pas de l'Afghanistan, de certains terrains dont malheureusement nous entendons parler, avec les crimes de guerre et autres atrocités subies par les personnes vulnérables, notamment les femmes. Alors là, on va parler du cycle de la violence. Ça, c'est vraiment un cycle qui est très intéressant et important à comprendre, puis même nous en tant que soignants, parce que ça va changer notre manière d'aborder la patiente. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le couple, quand il va se rencontrer, il va y avoir d'abord une première phase de séduction où le conjoint va vraiment répondre à toutes les attentes de la femme. Elle aura vraiment trouvé le prince charmant, le prince idéal. Mais par la suite, il va y avoir cette domination qui va s'installer au sein du couple, où justement, petit à petit, ça va être très sournois et la femme va se sentir rabaissée.
Ce qui va beaucoup être utilisé, ça va être l'utilisation d'informations, ce qu'on appelle contradictoires, parce que ça, notre cerveau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Comme par exemple, si en face de moi, il y avait une femme à qui je lui disais « tu es grosse » et en même temps, je lui tendais une tablette de chocolat. Ça, c'est deux choses complètement opposées. Et c'est ce qui va se passer aussi au sein du couple. C'est-à-dire que l'homme va dire tu n'es pas jolie, enfin voilà, on imagine un petit peu toutes les insultes, mais suivi de tu vaux mieux que ça, je t'aime. Et à chaque fois, cette double information va complètement perdre la patiente et petit à petit, on va s'installer en fait dans un cycle de violence. Cet état de domination va faire qu'on va avoir une patiente qui va être complètement confuse, avec des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. On va avoir ce qu'on appelle de l'impuissance apprise, c'est-à-dire que plus elle va être confuse, plus ça va être difficile pour elle de trouver des solutions pour s'en sortir. Ce qui fait qu'en face de nous, on peut se retrouver avec des gens où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne ne réagit pas? Y compris des gens qui ont des capacités intellectuelles dès le départ, qui sont peut-être même particulièrement élevées d'ailleurs. Oui. Mais ce mécanisme rend dingue. Voilà, et c'est ce qui fait que justement, il y a peut-être d'autant plus d'incompréhension de notre part, c'est se dire si quelqu'un a une profession, voilà, on va dire intellectuelle, de se dire et qui travaille, mais pourquoi ne s'en sort-elle pas? C'est ça qui, mais justement, c'est peut-être ce qu'il faut, que ça nous mette encore plus la puce à l'oreille justement. Et puis après, justement, cette inversion de la culpabilité, c'est-à-dire qu'avec ce mécanisme, la patiente va se dire mais c'est de ma faute s'il a fait ça parce que, et ainsi de suite. Ça, on va le voir après dans les diapositives suivantes. La première chose qui va se passer dans le cycle de la violence, ça va être, tout est dit, le climat de tension. C'est-à-dire que la femme va savoir qu'il va se passer quelque chose, mais elle ne sait pas quand. Parce que ça, c'est l'agresseur qui va décider de quand, du motif. Mais il y aura forcément un moment donné où ça va exploser. Pour cela, la patiente, elle va mettre en place des stratégies. Donc tout simplement, je vais faire en sorte que la maison elle soit toute bien rangée. Non, les enfants, mais ne criez pas trop, ne perturbez pas la maison. Je vais tout bien finir de ranger, je vais faire à manger. Elle va faire en sorte que tout soit parfait justement pour que le conjoint ne se mette pas en colère, sauf qu'il trouvera toujours un moyen. Dans cette phase de tension, la personne elle peut justement initier des contacts, prendre rendez-vous justement avec un médecin, essayer peut-être d'aller porter plainte à la gendarmerie. Elle va initier certaines choses, elle est donc abordable. Ensuite, il va y avoir la deuxième phase sur la diapositive suivante, l'explosion. Alors ça, l'explosion, elle peut être justement de n'importe quelle manière en fonction du type de violence, mais soit des violences physiques, comme on a dit, les violences verbales, les insultes, ça va être la crise. La victime, justement, elle va se sentir humiliée. Elle va trouver que c'est pas juste parce qu'elle a fait plein d'efforts. Elle a le sentiment justement que, en plus, elle peut pas s'en sortir. Là, pour nous, ça va être très intéressant parce que là, justement, elle est vraiment très abordable. C'est là où elle va pouvoir nous confier ce qui lui arrive. Mais en plus, nous, on va entendre des faits abracadabrants parfois. Mais c'est là où, justement, elle va être réceptive à notre aide. Donc, c'est là où nous, on va pouvoir essayer de l'accrocher. Après, le problème, va y avoir la justification. C'est-à-dire que le conjoint, pourquoi est-ce que j'ai explosé? Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Alors, ça ne sera jamais de sa faute. Ce sera toujours la faute de la femme. Tu m'as obligé à m'énerver parce que tu as fait cramer les lasagnes. Tu m'as obligé parce que tu as dépensé trop d'argent en faisant les courses. C'est de ta faute. Ça peut être aussi la faute au travail. J'ai un gros projet, je suis stressée, mes collègues, je n'en peux plus. Ce ne sera jamais de sa faute. Il va vraiment minimiser sa part de responsabilité. Et c'est là, avec cette inversion, où la victime, justement, elle va essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, ça n'ira pas, ce sera toujours de la faute. Le conjoint dira que c'est toujours de sa faute. Là, elle peut justement douter de ses demandes. Elle va se dire, mais mince, j'aurais peut-être pas dû faire telle ou telle démarche. Il a raison, c'est lui qui me connaît le mieux. Voilà, là, on commence de la perdre. Voilà, dommage. Je vais vous confier quelque chose. Ouais. Ça me fait un peu peur. Ah. Parce que moi aussi, j'ai des phases comme ça dans ma vie où je suis pas sympa. D'accord? Mais j'espère que je suis encore à différencier des hommes que vous... La répétition. D'accord. Vraiment, c'est parce que dans n'importe quel... Ce qu'on disait, quelle est la différence entre le conflit, justement, et la violence? C'est ça, c'est qu'on peut justement être fatigué, on peut se trouver même nous, on n'a pas envie d'être en colère contre nous, tout simplement. On va se trouver aussi des excuses, mais il y a l'intention aussi qui était derrière. Et justement, après,
Là est toute la différence. Et puis, facteur attentionnel aussi, voilà, de rentrer dans ce cycle. Voilà, et puis après, au final, parfois, même si sur le moment, on se dit, bon, bah, tiens, j'ai essayé de faire en sorte que, voilà, j'ai mis la faute sur les autres. Non, au final, tu as raison, là, c'était de ma faute, j'aurais pas dû. Enfin, voilà, puis la répétition, ça, c'est vraiment le facteur clé. Et puis, est-ce qu'on voulait faire mal à l'autre, réellement? Il y a ça. Donc, après, alors gros problème pour nous, ce qu'on appelle la lune de miel, c'est que là, l'agresseur, justement, va demander pardon. Excuse-moi, il va parler, justement, il peut parler de thérapie, il peut justement aussi menacer de se suicider. Alors là, je suis désolée, si tu me quittes, ça va pas aller, je vais me suicider, etc. Mais c'est, là, lui, il va lui acheter des fleurs, il va essayer d'organiser, par exemple, un repas, etc. Enfin, voilà, il va être tout gentil. Et le problème, c'est que là, la femme, elle va retrouver, en fait, peut-être l'homme de ses débuts, l'homme de qui elle est tombée amoureuse, celui auquel, enfin, voilà, elle misait toutes ses attentes sur lui. Là, justement, nous, on va complètement la perdre. Et nous, quand on va les voir en consultation, ces femmes, elles vont justement être là. Non, mais j'ai exagéré la dernière fois. En fait, il n'est pas comme ça. Et c'est très compliqué pour nous parce qu'on va avoir justement un coup, on va avoir quelqu'un qui va se plaindre. On se dit, mon Dieu, elle est en danger. La fois d'après, non, elle dit qu'elle exagère. On va vraiment avoir cette ambivalence. On va se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut au final? Pour nous, en tant que soignants, ou même, je pense, pour les personnes des forces de l'ordre ou autres, ou une assistance sociale, c'est très compliqué parce que, justement, cet effet girouette est très difficile à supporter, même pour nous. Mais le fait d'avoir ça, justement, s'il y a cet effet girouette, c'est peut-être qu'il y a un réel problème. Donc, les choses ont été modélisées, donc ça vous aide aussi. C'est ça, mais il faut le savoir. Vous décernez vite il faut les connaître. Vous décryptez vite le schéma. On peut passer... du début de la phase 1 à la fin de la phase 4, en combien de temps? Mais justement, c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Bel enchaînement. Effectivement, le cycle que l'on a montré, tout peut se passer en l'espace d'une journée, comme tout peut se passer en l'espace de quelques semaines. Mais globalement, la dynamique va être assez lente au début pour ne pas forcément percevoir ce qui va se passer. Et puis petit à petit, ça va s'accélérer. Oui, ça va s'accélérer, mais c'est vraiment l'agresseur qui va maîtriser la temporalité et donc la victime qui va être de plus en plus passive dans l'attente de... Et malheureusement, ce qui est observé aussi, c'est qu'avec le temps, les violences vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Ça va être une escalade vers des choses de plus en plus graves. Alors, ça peut être très compliqué aussi pour quelqu'un de se dire, mais est-ce que je suis victime de violence? Est-ce que je suis dans du conflit? Parce que la personne peut se poser elle-même, est-ce que je suis dans du conflit? Est-ce que c'est normal, pas normal? Voilà, si vous voulez regarder où est-ce que vous vous situez. Voilà, donc au final, il existe le violentomètre. C'est un outil qui a été d'abord élaboré pour les femmes plutôt jeunes, voilà, mais de manière à se poser justement la question... Où est-ce que j'en suis dans mon couple? Et le fait d'avoir des items vraiment très précis, ça peut justement aider à faire le déclic aux patientes. Donc nous, on le met dans nos salles d'attente. Justement, on a des grands modèles grâce à Aude, ce qui fait que justement, ça peut faire réfléchir les gens. Voilà. Donc on a des outils, c'est la bonne nouvelle, pour aider au dépistage. Donc on a parlé de, effectivement, stratégie. Ça a déjà été dit, mais le but va être de reporter systématiquement la responsabilité des actes sur la victime. Il y a toujours d'excellentes justifications, enfin, c'est des pros d'argumentation. Et toujours, on l'a dit, de créer, entretenir l'isolement pour qu'à aucun moment il y ait un œil extérieur qui dise « mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe ?» Non, il n'y a plus d'œil extérieur de toute façon. Et voilà, cette temporalité qui est à la main de l'agresseur, qui est totalement imprévisible, va faire que la victime va être en permanence en état de... Alors, on n'est pas trop rentré dans le détail du stress post-traumatique, mais dans un état psychique et finalement physique, on verra les conséquences sur la santé, de veille permanente, en fait. Bien sûr, s'il y a des enfants, alors ce n'est pas le propos de ce topo, mais ils sont vraiment considérés comme des co-victimes dans ces situations de violence intrafamiliale. Les enfants vont être utilisés malgré eux. Tu es une mauvaise mère, enfin la liste est sans fin, mais et là on peut définitivement finir de blesser une femme dans son être cher. Et je trouve la phrase qui résume bien, c'est globalement, il est la victime de sa victime. C'est vraiment pas de sa faute, le pauvre. Le pauvre, il doit
il consacre énormément de son temps en fait à tout ça. C'est quasiment le but de sa vie, non? Ou pas? Ou il arrive à vivre à côté de ça? Parce qu'on a l'impression que c'est son but permanent, son objectif ultime, et comme si vraiment c'était sa raison d'être, j'allais dire. Alors, j'avais essayé de regarder des études ou des textes pour justement voir l'agresseur, enfin justement qu'est-ce qui pouvait se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait. Par contre, le pourquoi, est-ce qu'il est comme ça, etc., ou pourquoi est-ce qu'il ne le sait pas. Voilà. On sait très bien qu'il y a des répercussions à chaque fois, des violences dans l'enfance, il y a des répétitions. Voilà. Mais oui, ça peut prendre ça peut l'occuper. Alors, le gros problème, ça va être aussi, par conséquent, les obstacles au départ, parce que c'est vrai que nous, quand on voit la scène de l'extérieur, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne quitte pas son conjoint? Alors déjà, s'il y a des enfants, ça va être la volonté de maintenir justement la cellule familiale avec un papa, une maman, des enfants, etc. Surtout, en fait, l'espoir, ce qu'elle souhaite surtout, c'est quitter ses violences et pas forcément quitter son conjoint. Ce qu'elle veut, c'est la fin des violences. Mais elle a quand même l'espoir de retrouver le prince charmant des débuts. C'est ça qui va être très difficile. Il va y avoir effectivement la peur des représailles, s'il l'a menacé, s'il y a de se venger, justement avec le cyberharcèlement quand on l'a vu, mais aussi la perte d'autonomie, qu'elle soit financière, le fait d'avoir été coupé de sa famille, de ses amis. On se retrouve vraiment quelqu'un qui se retrouve sans ressources. Donc ça peut être effectivement très difficile pour quitter la cellule familiale. Oui, effectivement, en pratique, ce qui nous préoccupe à chaque fois quand on a décelé qu'il y avait des violences éventuellement graves et dangereuses, c'est mais est-ce que vous avez les moyens de partir, d'aller chez quelqu'un? Et souvent, elles n'ont pas vraiment d'amis, ou pas ici, ou loin. La famille, systématiquement, généralement, ils sont brouillés. Voilà, et des disputes souvent voilà. à l'initiative. Enfin, la victime s'est disputée avec. Ce sont les conséquences de tout le travail d'emprise psychologique qui a été fait avant. Qui visait à la couper du reste du monde. Ouais. Donc maintenant qu'on a effectivement expliqué un petit peu abordé les différentes formes de violence, et il y en a effectivement encore d'autres, mais on voulait être assez synthétique mais efficace. On va quand même donner quelques chiffres, malheureusement. J'ai attaqué par le vif, le dur. Les chiffres de 2022, il y a eu, donc tous les ans, c'est pas très glorieux, mais il y a un rapport national qui est émis par les autorités sur les morts violentes au sein du couple. Voilà, c'est reconnu. Il y a eu en 2022 145 décès et donc 118 femmes ont été victimes, 27 hommes victimes. Effectivement, on n'a pas vraiment dans l'introduction précisé notre propos. Bien sûr, on parle des femmes. 9 cas sur 10 de violence concernent une femme, mais il y en a quand même 1 sur 10. Il y a un homme sur 10 victimes. Ne les oublions pas, mais on va déjà essayer de bien faire dans 90% des cas. Il y a quelqu'un qui nous fait signe là-haut. C'est l'heure. On va prendre. On va rapidement terminer. Ouais. Les chiffres, on va avancer un petit peu. Juste pour info, la jauge des 120 de l'an dernier a été atteinte dès fin juillet cette année, me semble-t-il, si je me trompe. On n'est pas loin. Oui, probablement. Je n'ai pas revérifié récemment. Je pense que la diapo qui va être intéressante est peut-être la suivante, si on peut avancer. Voilà. Nous, en médecine, on aime bien se baser sur des preuves, quand même, des études, surtout pour quelque chose qui est difficile à mettre en évidence. Et donc, je vous montre très succinctement les résultats de l'étude Virage qui a été menée en 2015. J'ai sélectionné un petit peu les choses, mais voici un histogramme, alors j'espère que ça rendra quand même, mais qui montre la proportion de violences commises par un conjoint ou un ex-conjoint dans les 12 derniers mois. Et on constate que, alors ils ont détaillé, je me suis permis de vous le mettre, mais ce sera peut-être disponible par la suite, mais qu'est-ce qu'ils définissaient comme violence. Et ce qu'on constate de loin sur ces histogrammes, c'est que les situations de violence sont les plus importantes dans des contextes de séparation récente. Et on va jusqu'à 16% de violence dans un couple qui vient de se séparer. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fréquent. Grosso modo, nous, on apprend en tant que soignants que 10% des femmes que nous prenons en charge ont été ou sont victimes de violences. C'est le chiffre clé qu'il faut retenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux conséquences sur la santé. C'est important. Alors, les conséquences sur la santé,
sont multiples. Alors déjà, on va penser aux conséquences physiques, avec effectivement les fractures, les bleus, les les traumatismes, tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est ce qui est le plus facile à voir. Voilà. Après, il va y avoir tout ce qui va être les conséquences psychologiques. On va juste revenir sur les conséquences physiques. Je me permets, parce que ça c'est important, notamment en médecine, c'est tous ces petits signaux faibles qu'il nous faut apprendre à repérer. Et ça va être essentiellement beaucoup de troubles somatoformes, c'est-à-dire c'est pas forcément un hématome, une fracture, c'est facile malheureusement, et on va y penser. Mais des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre. Alors en gynécologie, effectivement, on ouvre un champ assez vaste de consultation. La douleur abdominale, les plaintes qui n'ont pas vraiment de cible et pas de diagnostic formel, répétées, qui mettent souvent en échec le corps médical. Celles-ci, en fait, il faut vraiment s'y intéresser. On va passer effectivement sur les conséquences au niveau sexuel. Effectivement, la grossesse, pour le dire rapidement, mais 40% des violences démarrent lors de la première grossesse. Et donc, il y a une morbidité associée à ces violences, avec des problèmes de saignement, de rupture prématurée, d'accouchement prématuré, de restriction de croissance de la part des fœtus. Ça dit la profondeur des mécanismes physiopathologiques quand même et des conséquences des violences sur la santé de la femme. Vous me le disiez, la grossesse est une période délicate de ce point de vue-là. Oui, c'est un vrai accélérateur, malheureusement, des violences. Voilà. D'où notre rôle, en tout cas en maternité, de dépisteur. Pour les conséquences psychologiques, on rentre un peu dans le champ effectivement du syndrome de stress post-traumatique, mais avec des patientes qui ont des anxiétés, des phobies, des TOC, bien sûr des troubles du sommeil, par cet état d'hypervigilance constant, qui va avoir aussi un retentissement sur la vie de la journée. Quand on ne dort pas, la journée c'est difficile. Troubles de concentration, troubles de mémorisation, et vraiment d'authentiques parfois syndromes dépressifs et malheureusement de suicide. Certaines situations peuvent conduire au suicide et il faut le considérer comme parfois un féminicide. Les addictions, vaste champ également, le tabac bien sûr, mais effectivement toutes les autres drogues qui permettent d'altérer un peu la conscience, de soulager l'angoisse. L'alcool, on ne boit pas par plaisir, on boit pour oublier, pour se soulager. Donc grande vigilance dans ces situations chez les femmes. C'est un engrenage de dingue en fait. Tout à fait. Ouais. On peut passer à la diapositive suivante. Juste pour la spécificité des violences sexuelles, 80% des patientes vont développer un syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, plusieurs mois et plusieurs années. Dans 50% des cas, il y a des tentatives de suicide, dépression et addiction. Et 40% aussi développeraient des troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'hyperphagie, la boulimie, essentiellement. Le but étant de se protéger, de se cacher derrière un corps qui a été meurtri. Et ce qui interroge, c'est que parfois, jusqu'à 70% des femmes seront à nouveau victimes de violences sexuelles, ce qui aussi nécessite un apprentissage de la part des professionnels pour comprendre. Ce n'est pas elle qui fait exprès de s'exposer à des pratiques à risque, mais tout un comportement post-traumatique qui invite à réitérer certaines situations, mais c'est un peu compliqué pour le détailler ici. Et on va terminer, effectivement. Ouais, je repensais juste en ce qui concerne les conséquences physiques. Le fait d'être en stress permanent, ça fait aussi qu'on baisse notre immunité, donc on est exposé à plus de maladies. Il y a des choses aussi qui se passent aussi au niveau hormonal, donc tout ce qui est pathologie du diabète, de la thyroïde, il y a une augmentation et il y a plus de cancers aussi. Donc c'est vrai que ça couvre tout un champ qui est quand même relativement énorme. Voilà. Sinon, les conséquences sociales, l'isolement. On est coupé de sa famille, coupé de ses amis. On a moins de loisirs aussi créatifs. Quelqu'un qui va vouloir, même au niveau professionnel, va y avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire. Donc on est moins performant. Pour quelqu'un qui est en études, ça peut être plus compliqué aussi. Et puis tout ce qui va être justement les retards répétés, le fait de ne pas pouvoir rendre un projet à temps, le fait de dire non, j'ai pas le temps, donc je vais pas nouer des liens sociaux avec mes collègues. Voilà, les conséquences sociales sont vraiment énormes et dans vraiment tous les domaines, que ce soit les amis, la famille, le travail. Les conséquences qui peuvent faire office de signe pour l'entourage aussi, si on veut y être un peu attentif. Très bien. Donc voilà, tout est dit dans la dernière diapo, tous mobilisés. Ouais. Non, on cherchait des chiffres aussi un petit peu pour conclure, vraiment pour se rendre compte vraiment de l'impact que ça peut avoir sur la santé. En tout cas, d'après l'OMS, le fait d'être victime de violences conjugales fait qu'une femme perd 1 à 4
1 à 4 années d'espérance de vie en bonne santé. Donc ça, c'est quand même énorme. Et l'autre chose aussi qui fait qu'il faut qu'on se sente vraiment tous concernés par ça, c'est que le coût des violences conjugales est de quand même 3,6 millions d'euros par an. Parce qu'il y a les coûts au niveau du soin, il y a les coûts juridiques, il y a l'assurance, justement, on ne va pas au travail, le coût en productivité. Vraiment, voilà, ça couvre vraiment plusieurs champs et c'est réellement énorme. Millions ou milliards? Millions. Millions, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Très bien. Écoutez, merci pour ce point très, très détaillé. C'est un champ hyper vaste. On est un peu en retard pour autant. S'il y a une question dans l'Assemblée, j'aimerais quand même qu'elle puisse s'exprimer, ce serait bien, sachant on peut condenser tout ça, mais c'est important qu'on l'ait. Dites-nous. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi les grossesses et l'arrivée des enfants activent-elles la violence conjugale? Alors, effectivement, c'est une bonne question qui nous questionne nous aussi. Alors, je parle sous contrôle de personnes dans la salle expertes sur le sujet, mais il faut imaginer que ce rapport très déséquilibré reste une dyade entre l'agresseur et la victime. Et même si la grossesse a été désirée, alors on avait vu que la victime n'avait pas forcément d'envie, mais désirée, on va dire, par les deux partenaires. Il y a quand même des cas de grossesse pas forcément souhaités par les femmes dans ces situations. Mais en tout cas, ce petit être va venir déséquilibrer ce déséquilibre parfaitement organisé par l'agresseur. Et c'est ça qui va venir perturber ce mécanisme parfaitement huilé, comme on l'a vu, et ce serait une des hypothèses, peut-être y en a-t-il d'autres, sur le renforcement et l'accélération des violences pendant la grossesse. En gros, l'enfant à naître, c'est un peu le caillou dans l'engrenage, le caillou dans la chaussure du harceleur. Il y a ça, puis comme on disait, il y a beaucoup aussi la répétition des violences quand on a vécu des violences dans l'enfance. Donc pour un peu qu'un homme ait vécu dans un foyer violent, il a vu un père qui était violent, il va devenir à son tour père. Donc ça peut être aussi à ce moment-là que justement son comportement va changer. Et je suppose que in utero, le bébé aura absorbé toutes les émotions et toutes les angoisses et tout le stress de ce climat de violence. Oui. Il y a eu Ce qui veut dire qu'on aura peut-être des bébés stressés, angoissés dès la naissance. Alors, angoissé, stressé, ça, je pense que c'est difficile à mettre en évidence. Et encore, ça commence, mais ça s'objective de façon très mathématique. On a d'authentiques restrictions de croissance dans ces situations. C'est chiffré. Je me fais tout petit. Voilà, je me fais tout petit. J'ai compris comment il fallait que ça fonctionne dans la maison. Je me fais tout petit. C'est un gros raccourci, mais c'est prouvé dans les études, effectivement. Et on imagine qu'après, un sens quand même assez à la maison, on imagine bien, ce sont des éponges. Pareil, je ne vous apprends rien, et donc ils vont très vite sentir un climat très déséquilibré. Oui. Merci. Et ce sera la dernière question. Oui, une question, en fait, c'était pour apporter une précision sur qu'est-ce qui se passe dans la dynamique du couple quand il y a l'arrivée d'un enfant. C'est aussi que ça va être un nouvel être à aimer pour la femme et que du coup, l'homme va occuper moins d'espace. Une question de concurrence. Voilà, donc du coup, et puis l'autre chose, c'est que ça peut être aussi un moteur pour la femme pour avoir envie de quitter son mari et que du coup, ça menace aussi l'emprise du conjoint sur sa compagne. Et oui, parce qu'on va essayer de lui donner plein de rendez-vous pour la voir souvent. Et oui. Merci. Alors, je peux dire, merci à vous toutes, puisque je me sens un peu seul, mais très bien. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Merci à vous. Merci à vous deux. C'était vraiment intéressant. Et puis, on a emmagasiné des tas d'infos, évidemment. Tout ça, j'espère, sera visible sur le site, sur la page qu'on consacrera à cette journée. Il y a des données importantes, il y a des informations qui le sont tout autant. Et vous faites ça avec empathie, avec attention. On vous sent, on sent motivé. Et avec motivation, ça va de soi. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci à vous toutes.